Donc nous allons commencer aujourd'hui le premier TP qui a comme titre le NAT statique et dynamique. Donc, vous pouvez voir les objectifs sont la mise en place de la fonction NAT qui permet un accès à Internet à partir d'un réseau local. Donc on peut accéder à Internet à partir d'un réseau local, les machines du réseau local, en faisant une translation des adresses IP privées en adresses IP publiques. On va expliquer ça par la suite. Et on a aussi la notion de filtrage de trafic. Donc les routeurs ne font pas que véhiculer des adresses, des paquets d'un point à un autre, mais ils font aussi la fonction de filtrage de trafic. Donc vous avez la topologie du réseau qui est la suivante. Vous pouvez voir que les deux machines sont connectées à un réseau local 192.168.1.0. Donc c'est un réseau qui permet d'avoir des adresses privées. Entre les deux routeurs, on a le réseau 210.10.10.016. Donc c'est un réseau qui permet d'avoir des adresses publiques. Et enfin, vous avez un serveur HTTP qui est connecté au routeur ISP. ISP, c'est le fournisseur de services. Alors que le routeur A1, on va l'appeler routeur LAN parce qu'il permet de connecter les machines du réseau LAN. Donc voilà la topologie. Et ce qu'on vous demande, bien sûr, vous avez l'habitude de faire la configuration des différentes interfaces avec leur adresse IP sur les différents routeurs, donc sur le routeur R1 et le routeur ISP. Ensuite, on active le serveur HTTP, donc c'est la mise la mise en activation du serveur HTTP. Il suffit de tourner le bouton ON. Et bien sûr, il faut donner les adresses IP à toutes les machines de terminaison. Sur toutes les terminaisons, on donne les adresses IP à partir des réseaux, les différents réseaux, donc les PC ainsi que le serveur. Et là, on va configurer un routage statique par défaut sur le routeur R1. Donc on explique ce point. Bien sûr, pour que ces machines puissent se connecter à Internet ou sur notre exemple, c'est-à-dire se connecter au serveur HTTP, il faut qu'il y ait un routage sur les deux routeurs. Maintenant, on peut faire un routage statique ou alors procéder par un routage dynamique sur les deux routeurs. Sauf que à votre niveau, vous n'avez accès que au routeur R1. Cette partie-là, c'est justement, d'ailleurs ici, normalement il y a un cloud, il y a un nuage qui, qui représente l'Internet, et vous n'avez pas accès à cette partie. Donc, pour qu'il y ait routage entre les deux routeurs R1 et ISP, il faut justement faire un routage dynamique sur R1 et sur ISP. Mais comme on l'a expliqué, on n'a pas l'accès à cette partie. Donc on ne peut faire de routage statique que sur le routage R1. Et dans ce cas-là, on va l'appeler le routage statique par défaut. Et vous allez voir comment on procède. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de tester la connectivité routeur-routeur et bout en bout. Ce qu'on veut dire par ça, c'est on va essayer de tester la connectivité entre les deux routeurs et bout en bout, c'est-à-dire du PC1 vers le serveur ou du PC2 vers le serveur. Donc on commence à faire notre configuration. Bon, vous allez remarquer que j'ai déjà mis en place les différentes machines et équipements. Bien sûr, j'ai configuré
mes machines avec leur adresse IP. Donc vous voyez que là sur cette machine j'ai mis l'adresse 192.168.1.2 avec la gateway 1.1, hein. Donc la gateway qui va être en ce point. Pareil pour la deuxième machine, 1.3 gateway 1.1. Et enfin pour le serveur il se configure de la même façon que les PC, hein. Donc vous allez voir que j'ai mis l'adresse IP suivant ce LAN 2.2 et la gateway qui est en ce point, hein, l'interface F00 qui est 2.1. Pour l'activation du service HTTP sur le serveur, il suffit d'aller dans Service et HTTP et faire tourner les boutons on, hein, faire tourner les boutons on. Donc l'activation des boutons on. Bon, que ce soit sur le HTTP ou le HTTP sécurisé. Voilà. Bon, ce qu'il y a ici, on peut le laisser ou le modifier par la suite. C'est uniquement l'affichage de votre page web. Donc on commence avec le premier routeur. Bon, vous avez l'habitude de faire la configuration de base. Donc on passe au mode privilégié, ensuite au mode configuration globale. Et on accède à l'interface F00 où il faut donner l'adresse IP. On avait dit que l'adresse IP c'était le 192.168.1.1 avec le masque correspondant, le masque 24. Et il ne faut pas oublier le No Shutdown pour activer l'interface. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième interface. Là, vous avez remarqué que j'ai mis un câble série. C'est justement ce qu'on utilise dans les réseaux WAN ou les réseaux étendus. Donc là, c'est l'interface série et son IP adresse qui est le 210.0.1 avec le masque 16. Faut pas oublier le No Shutdown toujours. Bon, on a terminé avec la configuration de base sur le premier routeur et maintenant on va faire la même chose sur le second. L'interface F00 qui regarde le réseau 192.168.2.0. Ça sera notre gateway 2.1. No Shutdown. Et l'interface série. Donc l'interface série, comme vous pouvez le voir, c'est le S20. Le S20 qui va prendre comme IP adresse. Donc si vous vous rappelez, on a pris le 210.0.1 pour cette interface. Donc ce qu'il va y avoir en face, ça va être le 210.0.2 avec le masque 255.255.0.0. Et il ne faut jamais oublier le No Shutdown. Voilà. Donc normalement nous avons terminé. Donc vous pouvez voir que tous les points sont en vert. Nous avons terminé avec ce qu'on peut faire comme configuration de base. Bien sûr, on peut nommer nos routeurs. Donc celui-là, ça va être le R1 pour le réseau LAN. Et
le second routeur, c'est le fournisseur de service ou l'ISP. Voilà. Donc je disais pour que ce qu'on avait vu justement dans le premier semestre, pour que ces machines puissent se connecter pour qu'il y ait une connexion bout en bout, hein, il faut qu'un routage, parce que vous voyez qu'il y a différents réseaux, donc il faut qu'il y ait un routage au niveau des deux routeurs. Donc je répète, on ne peut pas accéder à cette partie. Donc on ne peut faire de routage que sur le R1. Donc pour cela, on va procéder par un routage statique par défaut. C'est-à-dire, on va mettre IP route. Voilà. IP route. Et là, on ne peut pas mettre l'adresse de destination parce qu'on ne connaît pas l'autre partie. Donc là, on ouvre le routage à tout type d'adresse. Et pour cela, on fait une adresse générale qui est tout simplement le 0000 avec le masque 0000. Par contre, il faut montrer quel est votre accès. Donc, ou bien que on met l'interface de sortie S2.0, sinon l'IP du saut suivant. Donc ça va être dans ce cas l'adresse de sortie S2.0. Donc voilà. Donc là, on a configuré notre routage statique par défaut sur le routeur R1. Si on revient à la fiche, on avait dit qu'une fois que c'est fait, hein, une fois que la configuration du routage statique par défaut a été faite sur R1, on va tester la connectivité. Donc on teste la connectivité entre les routeurs. Donc c'est 200. On va ressortir le paquet de traceurs. 210.10.0.2. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc les deux routeurs sont connectés l'un à l'autre. Ils sont dans le même réseau. On va voir maintenant entre le PC1 et son interface, pardon, sa gateway. Voilà. Donc, et sa gateway, ça marche. Avec le IP du S2.0, donc si on ping vers le IP du S2.0 qui est le 200.10.0.1.0.1, il n'y a toujours pas de problème parce que ils sont connectés au moins point. Et enfin, on va essayer vers l'adresse IP du routeur ISP. Donc l'adresse IP du routeur ISP. Et là, on va voir est-ce qu'il y a une communication entre les machines. Donc vous pouvez voir, on attend un petit moment, vous pouvez voir que justement il y a rupture de communication. Donc les paquets ne peuvent pas circuler. Les paquets ne peuvent pas circuler du PC1 vers cette interface. Hein. Donc cette liaison ne fait pas circuler de paquets. Et on peut justement imaginer que ça ne va pas passer vers le serveur. Donc quelle est la solution? La solution c'est d'utiliser la fonction NAT. Hein. C'est d'utiliser la fonction NAT qui est la translation, hein, donc le Network Address Translation, qui est la translation des adresses privées en adresses publiques, hein, du réseau privé
192.168.1.0 vers le réseau public 210.0.0. Donc là, il y a deux types de NAT, le NAT statique et le NAT dynamique. On va commencer dans cette première partie avec le NAT statique. La configuration du NAT statique est très simple. Il faut, dans un premier temps, déterminer quelles sont les interfaces qui appartiennent au réseau privé, donc interne, et les interfaces qui appartiennent au réseau public ou externe, inside, outside. Donc, il faut le mettre sur justement votre routeur R1. Donc, on avait dit que l'interface F00, ça va appartenir au NAT inside. Donc, ça sera pour le réseau interne ou le réseau privé. De la même façon, on va dire que l'interface S20 appartient à quoi? Elle appartient au réseau public. Donc, ça sera outside, elle sera à l'extérieur. Donc, voilà. Une fois que les différentes interfaces ont été configurées correctement, maintenant il faut passer à la configuration du NAT statique. Donc IP NAT inside, la source elle est statique. Donc vous constatez IP NAT inside, la source est statique et maintenant il faut faire la translation ou la correspondance entre l'adresse privée et l'adresse publique. Donc si on veut que le PC1 se connecte au serveur, il faut justement faire une translation de son adresse, qui est l'adresse privée, en une adresse qui appartient à ce réseau qui est le réseau public. Et dans ce cas-là, on va dire que 192.68.1.2, qui est l'adresse du PC1, va lui correspondre une adresse publique qui va être choisie dans le réseau. Bon, normalement, c'est le fournisseur qui vous permet d'avoir ou qui vous permet l'accès à un panel ou un pool d'adresses publiques. Donc, on va dire que il lui correspond l'adresse 200.10.0.3. Donc, le 1 et le 2 ont été utilisés pour les interfaces. Et on va dire que donc l'adresse privée du PC1 lui correspond une adresse publique qui est le 210.0.3. Donc avec ça, normalement, on a terminé notre configuration du NAT statique. Je répète, on commence par déterminer quelles sont les interfaces qui appartiennent à les interfaces inside et les interfaces outside, donc privé, public, et la configuration du NAT statique fait correspondre tout simplement l'adresse du PC que vous voulez connecter à une adresse publique qui est donnée par l'ISP ou donnée par votre fournisseur. Donc maintenant, on va tester à nouveau. La connectivité entre notre PC déjà et l'interface S20 de l'ISP. Donc vous pouvez voir qu'il y a connectivité entre le PC et l'interface. Maintenant, si on veut carrément se connecter au serveur, donc pardon, le IP du serveur, on rappelle, c'est le 192.168.2.2, ce qu'on avait donné au serveur. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, il y a donc le PC se connecte au serveur. Bon, maintenant, si on veut justement
on veut accéder à la page web qui est la page web fournie par le serveur. Donc là, il faut mettre l'adresse IP. Bon, généralement, on écrit le nom de domaine. Mais pour justement faire cette opération, il faut configurer le DNS. Hein. On avait déjà vu ça au premier semestre. On avait déjà vu comment configurer le DNS sur votre routeur. Mais bon, là, comme on ne l'a pas fait, on va uniquement taper l'adresse du serveur et vous pouvez voir que vous avez une page web. Hein, vous avez une page web tout simple qui a été au préalable donc configurée au niveau ou hébergée au niveau de votre serveur. Voilà, vous avez les différentes. Là, j'avais déjà écrit TP1, NAT statique dynamique au niveau de la page web. Vous avez l'image, hein, l'image Cisco, etc. Donc voilà la page web qui est fournie par le serveur. Voilà. Donc vous pouvez constater que l'accès au serveur a été possible justement une fois que le NAT a été configuré au niveau du routeur. Maintenant, bon, avant ça, on va voir on va faire le diagnostic du NAT. Donc, pour faire le diagnostic, vous avez les différentes commandes. Donc les commandes sont show IPNAT translation et show IPNAT statistics. Donc voilà. Donc vous pouvez voir quelles sont les différentes translations qui ont été faites. Donc l'adresse IP inside local du PC, elle est vue par le réseau en 210.0.3. Donc le réseau ne voit pas le PC1 avec une adresse IP 192.168, mais plutôt par sa correspondance en adresse publique. Et là, vous avez l'acheminement jusqu'à quoi? Jusqu'au l'adresse de destination. Donc voilà les différentes phases de translation jusqu'à ce que le paquet arrive à destination. Donc maintenant, si on veut refaire ou on veut tester la connectivité entre le PC2 et le serveur. Donc on va pinguer vers l'adresse IP du serveur qui est le 192.168.2.2. Donc on attend un petit moment. Donc vous pouvez constater que justement le PC2 ne peut pas se connecter au serveur. Donc déjà, il ne va pas pouvoir se connecter à l'interface S2.0 du routeur ISP et aussi au serveur HTTP. Bon, la raison est tout simple, parce que au niveau du routeur, nous n'avons pas fait de translation de l'adresse IP du PC2 qui est le 1.3. Donc nous avons fait une correspondance uniquement entre l'IP privé du PC1 et l'adresse publique fournie par le fournisseur de service. Donc justement, si on veut que le PC2 puisse se connecter, il faut faire la même opération pour le PC2 et ainsi de suite. Donc si on a 100 machines
il faut écrire cette ligne pour son machine. Donc vous constatez que ce n'est pas pratique. Donc on ne peut pas faire cette opération si on a un très grand nombre de machines. Et du coup, il faut passer à une autre procédure, hein, qui va faire la correspondance entre les différentes machines qui sont dans notre LAN et les différentes adresses IP publiques fournies par l'ISP. Et ça va être le sujet du prochain TP ou la deuxième partie du TP1. Donc j'espère que l'explication a été claire et j'attends vos retours.